Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des contributeurs. Edouard Ade, Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso. Steph Gaston Bongaud, Université catholique d'Afrique centrale, Cameroun. Martinien Bossokapaldumana, Université catholique du Congo, République démocratique du Congo. Monseigneur Gilbert Dambawana, vicaire général de Maroua, Cameroun. Monseigneur Jacques Dankalonga, évêque de Kara, Togo. Diane Duval Despréménil, Université catholique de Louvain, Belgique. Bernard Grume, Université de Bochum, Allemagne. Armand Bricy Bombo, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo, Congo. Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, Rwanda. Dom Bernard Laurent, abbé de Maretsu, Belgique. Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé, Cameroun. Jean-Paul Messina, Université catholique d'Afrique centrale, Cameroun. André Mujyambere, Université catholique de Louvain, Belgique. Dieudonné Mushipu Mbombo, Université de Fribourg, Suisse. Monseigneur Fulgence Mutebamugalu, archevêque de Lubumbashi, République démocratique du Congo. Monseigneur Nestor Ngoy Kathahw, évêque de Kolwezi, République démocratique du Congo. Jean-Paul Nygena, Université catholique du Rwanda et Université catholique de Louvain. Kinevobed Nykikaiza, Université protestante du Rwanda, Rwanda. Clarisse Agnès Nkourissa, secrétaire générale de la Commission épiscopale de l'éducation catholique, Congo. Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia, évêque de Bosangwa, République centrafricaine. Adrien Ntabona, Université du Burundi, Burundi. Gaston Ogi COSSI, Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Jean Onaotshokawende, Université catholique du Congo, République démocratique du Congo. Gauthier Pirotte, Université de Liège, Belgique. Monseigneur Philippe Rukamba, évêque de Butar, Rwanda. Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque de Kupela, Burkina Faso. Monseigneur Angelo Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, Vatican. Quand tout semble avoir échoué, l'éducation reste le dernier lieu d'espoir. Jean-Paul Nygena, Université catholique du Rwanda et Université catholique de Louvain. Pour introduire ces actes, du symposium de Kigali, organisé par la Fondation internationale Religion et Société, en collaboration avec les universités catholiques du Rwanda, du Congo, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, du 28 au 30 novembre 2019, il convient de rappeler que cet événement s'inscrivait dans les rencontres académiques et ecclésiales autour des questions liées à l'enseignement catholique en Afrique. Après le colloque international tenu à Butar au Rwanda dont les actes ont été publiés aux éditions jésuites en 2019 sous le titre « Religion et défis actuels de l'école », il s'est avéré nécessaire d'approfondir la réflexion sur un sujet d'actualité qui préoccupe nos sociétés, à savoir la question de l'éducation à la paix et à l'environnement. C'est dans cette perspective que le symposium de Kigali a porté sur le thème « École catholique en Afrique francophone, l'urgence d'une éducation à la paix et à l'environnement ». État des lieux. Cela suppose que la question de l'éducation à la paix et à l'environnement, dans les écoles catholiques en Afrique, sera encore au centre d'autres rencontres pour en approfondir d'autres aspects tels que la méthode, le contenu et la mise en pratique concrète dans les écoles. L'éducation à la paix et à l'environnement, comme on peut s'en douter, n'est pas l'apanage de l'Afrique, c'est pourquoi ces actes incluent, à part les contributions des pasteurs et scientifiques africains, les textes des pasteurs et scientifiques européens. Ainsi, la dialogalité et l'ecclésialité au sens large reste la marque distinctive voire l'ADN de la Fondation internationale Religion et Société. Cela répond à une logique selon laquelle, aux questions mondialisées, il faut des réponses mondialisées même si les accents changent selon les lieux et les contextes. Ainsi,
Les expériences et les réflexions des uns et des autres élargissent l'horizon de ces actes et leur font gagner en profondeur et en pertinence grâce à une littérature diversifiée, ainsi qu'aux cas concrets vécus ici et là dans les différents pays. Comme on l'a remarqué ces derniers temps, l'intérêt que suscitent les écrits de l'Église sur la question de la paix et de l'environnement dépasse les frontières du monde catholique et interpelle toute l'humanité. On peut parler, en ce qui concerne les questions environnementales, de l'encyclique Laudato Si du pape François. Si nous voulons viser une éducation durable et éthique, il nous est bon de cultiver des vertus écologiques. On constate donc que l'éducation à la paix se trouve renforcée par l'éducation à l'environnement. Apprendre à respecter la nature revient à poser de base pour un respect également de son semblable. L'encyclique Fratelli Tutti apporte quant à elle les éléments pour une éducation à la paix qui doit passer par le respect de chaque personne. Personne n'est inutile, personne n'est superflu. Outillons nos enfants des armes du dialogue. Enseignons-leur le bon combat de la rencontre. Comme on peut le constater en Afrique, comme ailleurs, les richesses de ces écrits restent à approfondir. Dans le même ordre d'idées, Africae Munus, l'exhortation apostolique post-synodale du deuxième synode des évêques africains, parle de la nécessité de former à la paix. Ce document attribue cette tâche aux commissions Justice et Paix. Si, lors des dernières décennies, les attentes de nos sociétés par rapport à l'école consistaient en la réussite individuelle des jeunes, c'est-à-dire l'intégration des jeunes dans la société de production et de consommation, aujourd'hui, d'autres attentes à caractère collectif et sociétal sont dans certaines sociétés explicitement exprimées, tandis que dans d'autres coins du monde, dont l'Afrique, on peut constater tout simplement l'urgence de doter l'école des missions sociétales au sens collectif du terme. En effet, au regard des exactions commises ici et là dans les pays africains comme les guerres fratricides et d'autres maux qui font exploser le tissu social au quotidien et fragilisent des populations dont le quotidien est depuis des années difficilement tenable, il est nécessaire d'élargir les attentes de l'école au-delà de ses missions classiques. Il serait une erreur d'affirmer que nos sociétés sont en danger lorsque l'on observe les malheurs dont souffre le continent africain. Il convient de souligner que le mal qui gangrène l'Afrique affecte d'une manière ou d'une autre le reste du monde, si l'on tient compte de l'interconnexion qui caractérise les phénomènes de mondialisation et de globalisation. Devant le danger réel, l'éducation portant sur l'intérêt collectif et une certaine idée de refondation s'impose à tous. Depuis Platon, il apparaît clairement que le thème de l'éducation civique ressurgit régulièrement chaque fois que la société est incertaine de ses fondements, en proie à des troubles et dissensions qui menacent son existence. Dans ce sens, l'éducation à la paix et à l'environnement, dans le contexte actuel de l'Afrique voire du monde, est une urgence car les questions liées à la paix et à l'environnement menacent l'existence même du monde en général et de l'Afrique en particulier. C'est pourquoi cette forme d'éducation est du même ressort que l'éducation civique, ou pour utiliser le terme moderne, l'éducation à la citoyenneté. Certes, l'école en Afrique est depuis longtemps sur le banc des accusés à cause des difficultés dont font preuve les élites africaines dans la gestion de leur pays. Ces nouveaux défis s'adressent à l'école. Il est important d'envisager la façon dont l'école en général et l'école catholique en particulier peuvent s'en saisir. En ce qui concerne l'école en Afrique, il est important de souligner 3 éléments qui font que les préoccupations liées à la paix et à l'environnement soient une nouveauté voire un luxe quoique nécessaire. Premièrement, l'école en Afrique est encore loin d'être accessible à tous les enfants. En effet, l'alphabétisation des populations continue d'être une priorité pour beaucoup d'États africains et force est de constater que dans plusieurs villages africains, les écoles restent rares. Dans cette même perspective, on se rend compte également qu'il ne s'agit pas d'avoir des structures qui s'apparentent à l'école pour se convaincre que toute école répond à la mission d'alphabétisation. En Afrique, beaucoup d'écoles sont malheureusement loin de s'acquitter de cette mission à cause du surpeuplement des classes, du manque de personnel qualifié, du matériel ou tout simplement de la démission de l'État en matière de l'éducation scolaire. Deuxièmement, si les premières générations qui ont été à l'école moderne ont pu facilement décrocher des emplois, il n'en est plus le cas aujourd'hui. L'école a cessé depuis quelques décennies, dans beaucoup de pays africains, d'être un ascenseur social. Les diplômés d'universités africaines qui sont sans emploi ne se comptent plus. Troisièmement,
Dans un contexte de rupture entre l'école et la société, de par le fait que l'élite africaine n'a pas pu réaliser la magie de l'école des Blancs pour transformer significativement la vie des Africains sur le plan du développement visible et bénéfique à toute la population, l'école africaine moderne, contrairement à l'éducation traditionnelle, s'inscrit dans la dynamique d'exclusion et des inégalités entre les différentes couches sociales. D'après ces trois éléments, on peut en déduire que l'urgence de l'école en Afrique devrait se situer à rendre l'école africaine capable avant tout, de répondre aux attentes que l'on peut appeler traditionnelles, alphabétisation, ascension sociale, reconnexion entre l'école et la société. Alors que ces dernières attentes sont loin d'être satisfaites, le contexte actuel de nos sociétés contemporaines crée de nouvelles attentes à l'égard de l'école. En effet, le mal africain consiste à ne pas tirer des leçons de ces crises, de ces malheurs pour mettre en place de nouvelles stratégies visant à améliorer la situation. Au vu des malheurs qui frappent l'Afrique, toute institution importante de la vie en société, l'école y comprise, devrait subir de changements de paradigme. Dans ce contexte de promesses non tenues par l'école en Afrique, les responsables de l'éducation scolaire et les chercheurs ne devraient pas choisir entre la remise de l'école sur les rails en ce qui concerne ses missions traditionnelles, et faire de l'école l'outil efficace de répondre aux nouveaux défis de paix et d'environnement dans nos sociétés contemporaines. Si ces actes cherchent à faire un état des lieux de la question de l'éducation à la paix et à l'environnement dans les écoles catholiques, il va sans dire que cette préoccupation rencontre d'une manière ou d'une autre les difficultés de l'école quant à ses missions traditionnelles. Les problèmes actuels de nos sociétés sont des défis de l'école, et ils permettent de percevoir les difficultés de l'école au sens traditionnel du terme. En effet, comment aborder la question de l'exploitation abusive de l'environnement sans évoquer la corruption de l'élite, qui est prête non seulement à vendre leurs concitoyens mais aussi à compromettre le rêve et la vie des générations futures? Comment éduquer à la paix sans se rendre compte que l'élite africaine a été formée dans une logique de déracinement et d'absence de prise de conscience du danger de la corruption, des inégalités, de l'ethnisme, etc.? Si faire l'état des lieux de l'éducation à la paix et à l'environnement à l'école est une voie par laquelle une approche critique de l'école est possible, cela signifie que ces actes, en répondant à sa question principale relative à l'éducation à la paix et à l'environnement, esquissent en même temps une critique de l'école telle qu'elle s'est développée dans le sillage colonial et postcolonial. On ne peut donc pas faire l'état des lieux de l'éducation à la paix et à l'environnement, sans passer par une critique de l'école en général, et de l'école en Afrique en particulier. Cet avant-propos voudrait cerner le fil rouge des différentes contributions à travers le prisme des nouvelles attentes pour l'école aujourd'hui, selon l'urgence de reconstruire le vivre ensemble, et celle consistant à la sauvegarde de l'environnement sans laquelle la première attente perd sa raison d'être. Désormais, l'on peut dire qu'il y a une certaine interdépendance entre le vivre ensemble et la question de l'environnement. Dans ce sens, nous tenterons ensuite de dégager quelques grandes lignes des contributions et enfin nous exprimerons notre reconnaissance envers nos partenaires dont le soutien rend possible nos projets. 1. Nouvelle question autour du vivre ensemble et de l'environnement. École ou objet d'une foi en un avenir meilleur. Au sud comme au nord, face à l'ampleur des défis auxquels sont confrontées nos sociétés, les institutions politiques, religieuses, juridiques, etc. reconnaissent d'une manière ou d'une autre leurs limites. Parmi ces défis, nous pouvons mentionner la crise écologique, l'intolérance religieuse, le populisme, l'ethnisme, le racisme, le communautarisme, l'écart de plus en plus grandissant entre les pauvres et les riches, etc. Dans ce contexte de désarroi mondial, l'éducation est considérée comme la dernière ressource grâce à laquelle les sociétés contemporaines cherchent, selon des degrés différents, à répondre à ces défis. Cela se remarque par exemple, dans le cas de l'Europe occidentale, par le fait que les systèmes éducatifs sont plus que jamais sollicités et sommés de se renouveler en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté. La construction d'une citoyenneté démocratique européenne appuyée sur des valeurs exprimées par des systèmes éducatifs bâtis, pendant les 2 derniers siècles, sur une base souvent décrite comme nationaliste, agressive et xénophobe, pose un certain nombre de questions. Les systèmes scolaires actuels ne correspondent pas aux défis contemporains en matière des questions du vivre ensemble, d'égalité, de démocratie, etc.
C'est pourquoi beaucoup de pays européens se sont lancés dans un projet de renouvellement de l'éducation à la citoyenneté. Cette volonté politique de mobiliser l'éducation scolaire pour répondre aux défis de la société occidentale passe par les hommes de terrain et les hommes de science qui osent regarder la réalité en face, qui identifient les cas problématiques sans complaisance et proposent des pistes de solutions durables à partir de l'éducation, c'est-à-dire la préparation de jeunes générations à affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Pour cela, il faut des hommes courageux pour pouvoir établir des liens entre, d'une part, une certaine éducation et une sorte de problèmes sociétaux, et d'autre part, les difficultés sociétales et une certaine éducation à proposer pour les résoudre. Cette double démarche est au cœur de ce large projet sur l'éducation à la paix et à l'environnement dans les écoles catholiques en Afrique francophone. Ces actes font le pari de faire l'état des lieux de la question de l'éducation à la paix et à l'environnement. En ce qui concerne l'Afrique, l'on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir que les questions relatives à la paix et à l'environnement se posent avec beaucoup d'acuité dans ce coin du monde. Les guerres fratricides, le terrorisme et l'intolérance religieuse, la corruption, l'exploitation sauvage des ressources naturelles, le système éducatif importé et très peu inculturé, la mondialisation, etc. En pensant que l'école doit endosser de nouvelles missions liées aux défis actuels de nos sociétés, dans le sens du vivre ensemble et de l'écologie, les institutions politiques et religieuses avouent leur échec quant à l'utilisation d'autres moyens pour inculquer à la population de nouvelles valeurs susceptibles de répondre aux nouvelles questions. Cela peut être entendu également comme une prise de conscience du fait que les nouveaux enjeux de nos sociétés concernent en priorité, et de manière urgente, les nouvelles générations qui pourraient, grâce aux compétences qu'elles vont acquérir à l'école, mieux s'en sortir que nous. En d'autres mots, l'on peut dire que l'école est de plus en plus devenue l'objet d'une certaine foi en un avenir meilleur collectif. Il ne doit pas s'agir d'une même foi que celle qui a présidé à l'histoire de l'école africaine. En effet, celle-ci n'a pas tenu ses promesses au vu des maux qui minent le continent. Le premier type de foi est resté exotique et donc difficilement inculturé, alors que la deuxième est appelée à s'inculturer. La foi que l'on a en l'école ne devrait pas être une illusion. L'école africaine issue de la colonisation est un objet importé subi ou imposé. Ceci veut dire que les bénéficiaires et leur contexte socio-culturel lui sont étrangers. L'Afrique doit avoir le courage non seulement de remettre en question son système scolaire, mais aussi de proposer un modèle qui lui convient selon non seulement son identité mais également ses besoins sur le plan multisectoriel. Les systèmes éducatifs existants aujourd'hui sont les héritiers de l'histoire récente des pays européens, et la question qu'il faudra poser est de savoir si, indépendamment de notre volonté, ils constituent encore le reflet du monde actuel. Ce livre s'inscrit dans une prise de conscience de ce décalage entre l'école et le contexte actuel de l'Afrique et du monde. C'est pourquoi il faut avoir un deuxième type de foi en l'école. Celui-ci n'est pas aveugle. Elle questionne sa propre pertinence et ses raisons d'espérer en l'école. C'est pourquoi elle pose des questions et cherche à comprendre pourquoi l'école mérite qu'on lui fasse foi pour sa participation concrète à une préparation d'un avenir meilleur. Dans ce sens, les attentes de l'école face aux défis liés au vivre ensemble et à l'écologie doivent être pensées, formulées et explicitées afin de les traduire en propositions concrètes et réalisables sur le plan pédagogique dans les écoles. Dans ce sens, la vigilance et la lucidité des premiers théologiens et philosophes africains, largement catholiques, doivent servir de tremplin pour partir de la réalité et du contexte en vue de construire de nouvelles théories éducatives inculturées. Or, la réalité et le contexte africain sont marqués par les guerres fratricides, les conflits interreligieux, l'accès inéquitable aux biens du pays, etc. Dans ce sens, l'Église catholique, en tant qu'une institution qui a donné lieu aux premières tentatives d'inculturation et de contextualisation, peut également, aujourd'hui, jouer son rôle de précurseur en ce qui concerne l'articulation entre les missions de l'éducation scolaire et les nouveaux défis de nos sociétés. 2. Quelques grandes lignes des contributions. Les contributions sont réparties en 5 principales parties: théologie et philosophie de l'éducation, expérience et réflexion, enseignement catholique, quelques contextes, théologie de l'inculturation, paradigme de l'inculturation de l'éducation en Afrique et perspectives sur l'éducation à la paix et à l'environnement.
2.1. Théologie et philosophie de l'éducation. Monseigneur Angelo Vincenzo Zani, dans son texte intitulé « L'école catholique au service de l'homme », commence par énumérer et expliciter ce qu'il appelle les défis de l'homme contemporain. En cela, il donne le ton sur le fait que l'école doit être le lieu où l'on pense et anticipe les défis de nos sociétés. Pour le secrétaire de la Congrégation de l'enseignement catholique, l'homme contemporain fait face à plusieurs défis dont la diffusion du monde numérique, la crise des relations, l'interculturalité, la relation entre l'homme et son environnement, etc. À ces défis, l'école catholique propose de repartir de l'homme pour préparer les citoyens responsables d'eux-mêmes, des autres et de l'environnement, de faire de la communauté éducation un lieu d'épanouissement, de confiance, d'une vraie et riche rencontre, de renforcer le dialogue et l'éducation au service en insistant sur l'importance de la solidarité et de l'écoute de l'autre, etc. Le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, propose un texte intitulé « École et famille, partenaires de l'éducation à la paix ». Partant de la triste expérience du génocide qui a eu lieu au Rwanda, l'archevêque de Kigali rappelle combien les différentes cultures et la Bible accordent une place importante à la paix. Cependant, notre monde compte beaucoup de conflits qui font beaucoup de victimes. Pour lui, l'éducation à la paix doit être une priorité à nos écoles. Cependant, cela ne peut pas se faire en dehors des efforts qui doivent être fournis par la famille. Pour lui, les parents doivent être capables d'assurer une éducation à la paix auprès de leurs enfants par les exemples concrets. En cela, la famille et l'école sont complémentaires en matière d'éducation à la paix. Alors que l'école touche plus le côté théorique, la famille est un lieu d'un apprentissage pratique de la paix. L'expérience du Rwanda montre que les idéologies génocidaires se transmettent également en famille. Les gestes que posent les parents ont un impact incommensurable sur les enfants. Les gestes de mépris et de haine qu'ils posent envers les autres ne laissent pas leurs enfants indemnes. C'est pourquoi, l'école ne peut pas être la seule responsable des maux de la société. Il y a une influence mutuelle entre l'école et la famille. C'est pourquoi, pour une bonne éducation à la paix, l'école doit tout faire pour que les parents soient ses partenaires privilégiés. Cela doit être l'une des missions de l'école catholique qui accueille les enfants issus de familles de différentes idéologies politiques, diverses religions, plusieurs milieux sociaux. Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé au Cameroun, pense, dans son texte « La nouvelle école africaine, structuration et pertinence pour une Afrique nouvelle », que le destin de l'Afrique dépendra de sa capacité à mettre sur pied une nouvelle école. Il place sa réflexion par-delà les querelles idéologiques qui s'opposent mutuelles, selon lesquelles, d'une part, il n'y a que l'école moderne issue de l'œuvre colonisatrice, et d'autre part, les tenants de l'école traditionnelle africaine basée sur les rites d'initiation. Pour Monseigneur Mbarga, l'école traditionnelle était plus heuristique que l'école moderne quant à son projet pour l'homme. Dès lors, l'école moderne, pour être africaine, doit apprendre de l'école traditionnelle africaine. En tant chrétienne, l'école chrétienne en Afrique doit établir un lien entre les valeurs chrétiennes et les valeurs traditionnelles. C'est dans ce sens qu'il parle d'africano-chrétiens qui doivent intégrer la dialectique de la vie et de la mort dans l'horizon de la nouvelle école africaine. Dans ce sens, les deux facettes de l'identité de l'école catholique en Afrique, c'est-à-dire les richesses de la tradition africaine et celles du christianisme, doivent s'articuler d'abord pour évaluer l'école moderne, et puis pour dépasser et remédier à ses limites. Enseignement religieux à l'école, lieu d'apprentissage du dialogue, est le titre de la réflexion de Martinien Bosokpel Doumana. Son texte porte sur l'expérience de l'enseignement religieux dans son pays, la République démocratique du Congo. Dans l'évolution historique de l'enseignement religieux dans l'école catholique dans son pays, il précise qu'il y eut un moment où cette forme d'enseignement avait pour but de calmer les esprits rebelles pour perpétuer l'idéologie coloniale. Aujourd'hui, dans son pays, l'enseignement religieux est un lieu où les élèves apprennent à dialoguer avec les personnages bibliques. Il déplore l'absence d'un apprentissage à dialoguer avec les autres. Ainsi, pour lui, l'enseignement religieux dans son pays privilégie le dialogue vertical au détriment du dialogue horizontal. Celui-ci devrait être pourtant bénéfique compte tenu non seulement de la ligne du Concile Vatican II, mais aussi en suivant la composition sociologique de nos sociétés de plus en plus pluralistes. Bernard Grume, dans son texte « Peace Pédagogie »,
A Serious Case of Public Theology, montre que les religions ont une dimension publique et que parfois elles peuvent avoir une influence importante dans les conflits. L'exemple qu'il donne de l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud est explicite. À côté de cela, les religions, dans un monde marqué par le pluralisme, doivent s'efforcer, selon lui, à participer au discours sur la vie publique. Tel est le rôle de ce qu'il appelle « public theology ». Celle-ci s'intéresse aux problèmes d'injustice, de corruption, de démocratie, de conflits, d'inégalités, etc. La tradition judéo-chrétienne constitue une source à partir de laquelle les questions fondamentales de la vie publique peuvent être abordées. C'est pourquoi, grâce à cette théologie, l'école catholique devrait rendre les élèves capables de se saisir des questions de la société sous le prisme du christianisme. C'est de cette manière que l'école catholique peut éduquer à la paix. Steve Gaston Bobongo présente un texte dont le titre est « Problèmes de fondement et d'orientation de l'éducation en Afrique ». Il part du constat selon lequel l'éducation telle qu'elle se présente en Afrique est loin d'être en phase avec des réalités africaines. Pour lui, l'éducation répond à plusieurs orientations dont il donne et analyse quelques contenus selon les époques, les politiques, etc. D'après lui, l'école telle qu'elle existe aujourd'hui en Afrique reste gravement lacunaire, c'est pourquoi il est urgent de la repenser de fond en comble. L'auteur se livre par conséquent à une présentation des éléments devant constituer la nouvelle éducation en Afrique. André Mudjambert, dans son texte « Éducation au dialogue à l'heure du pluralisme », montre que la tradition chrétienne est dépositaire de ressources inimaginables pour penser et formuler une éducation au dialogue à l'heure du pluralisme. En effet, pour lui, la Bible comme la tradition de l'Église sont remplies des exemples et des orientations pour vivre le dialogue fructueux. Ainsi, il présente les formes de dialogue ainsi que les conditions d'un dialogue réussi ou les obstacles à celui-ci. Les jeunes doivent apprendre à dialoguer entre eux mais aussi avec la culture ambiante. 2.2. Expérience et réflexion. La contribution du père Bernard Laurent, abbé de Maretsu, pour sur le thème « École catholique ou l'Église à la rencontre du monde ». Son propos porte sur la place de l'école catholique dans la mission de l'Église. L'Église doit aller à la rencontre du monde, et cela passe par l'accueil de celui-ci et de ses souffrances. L'école doit jouer ce rôle. Dès lors, l'école catholique est appelée à s'ouvrir au monde avec des arguments car à travers les enfants qu'elle accueille, elle touche également les familles qui lui confient leur progéniture. À l'époque où l'école catholique est une offre éducative parmi tant d'autres, il est nécessaire d'expliciter sa raison d'être et par conséquent sa particularité. Diane Duval-Despréménil, dans son texte intitulé « Construction et transmission de sens en contexte rwandais », exploite les résultats d'une recherche menée sur l'enseignement religieux au Rwanda. Dans un contexte de pluralisme religieux, les élèves qui ne sont pas catholiques ne devraient pas subir un cours qui pour eux n'aurait pas de sens. Dans beaucoup de cas, surtout dans les pays des Grands Lacs africains, il y a encore une certaine confusion entre le cours de religion et la catéchèse. Elle pense que, dans ces expériences scolaires de confusion entre enseignement religieux et catéchèse, la question du sens permet de dépasser cette bipolarité à condition de revisiter rigoureusement la place de la transmission et de la construction dans l'éducation religieuse à l'école. Monseigneur Philippe Rukamba, évêque de Butare au Rwanda, propose une réflexion portant sur le thème « Inclusion des jeunes dans le processus de réconciliation au Rwanda ». 2 éléments ont poussé l'Église du Rwanda à s'investir dans le processus de la réconciliation auprès des jeunes. Le Rwanda a vécu un génocide qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, plus de 70% de la population de ce pays a moins de 30 ans. L'auteur est convaincu que l'origine des conflits qui ont déchiré profondément son peuple témoigne de la crise des valeurs humaines, de l'ignorance des lois et des conventions régissant la vie en commun et la cohabitation pacifique. L'Église s'est engagée dans l'éducation à la réconciliation et à la paix auprès des jeunes à travers ses écoles, les mouvements catholiques, etc. Monseigneur Désiré Nongo Aziagbia, évêque de Bosangwa en République centrafricaine, partage son expérience et sa réflexion autour du thème « Enseignement catholique dans le processus de réconciliation en République centrafricaine ». Il commence par présenter l'origine et le contexte du conflit actuel dans son pays. Plus de 80% du territoire national échappe au contrôle de l'État,
et se trouve dans les mains de groupes armés. Cela cause un tort incommensurable à l'éducation, car dans beaucoup de régions, les enfants n'ont pas accès à l'école. L'école catholique n'est pas non plus épargnée. Elle est frappée par le manque du personnel qualifié, l'insuffisance des ressources financières, etc. Cependant, les parents comme l'État reconnaissent la qualité de l'éducation qui y est donnée. Les évêques sont riches en propositions d'orientation pastorale, qui sont en phase avec l'état de conflit ravageant le pays. Cependant, il faut encore traduire cela en programme de formation à l'école. Monseigneur Gilbert Dambawana, vicaire général du diocèse de Maroua au Cameroun, présente l'expérience vécue par les chrétiens et les musulmans de la région de l'extrême nord du Cameroun face au conflit déclenché par Boko Haram. Ce conflit a profondément fragilisé les populations, ainsi que les institutions à plusieurs niveaux. Cependant, les chrétiens et les musulmans se sont mis ensemble pour chercher des solutions à leurs problèmes à partir des richesses de leurs foi respectives. Cela contribue au renforcement de la cohésion sociale, en passant par l'éducation à la paix et au vivre ensemble dans les écoles tenues par les chrétiens et les musulmans. L'abbé Armand Brice Ibombo, secrétaire de la Conférence épiscopale du Congo, et sœur Clarisse Agnès Nkourissa, secrétaire générale de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique du Congo, partagent une expérience écologique vécue dans les écoles catholiques de leur pays. Il s'agit du projet de l'école verte. L'école catholique au Congo se donne pour mission d'enseigner, éduquer et évangéliser. Dans cette optique, le projet École verte s'inscrit dans une vision biblique et citoyenne qui consiste à prendre soin de la nature et à penser aux générations futures. Ce projet a une double dimension, théorique et pratique. Cependant, il déplore le manque de financement pour mener à bien ces initiatives. 2.3. Enseignement catholique, quelques contextes. Monseigneur Nestor Ngoy Katawa, évêque de Kolwezi en République démocratique du Congo, intitule son texte « École catholique en République démocratique du Congo face à la paix, la réconciliation et l'environnement ». Dans son pays, les écoles catholiques représentent 40% des écoles. Dans les textes régissant l'éducation scolaire dans son pays, l'éducation à la paix et au respect de l'environnement est explicitement mentionnée. Cependant, l'auteur montre qu'il existe des défis internes au système éducatif qui sont des obstacles importants à l'éducation effective à la paix et à l'environnement. Les classes sont surpeuplées, les enfants issus de familles pauvres n'ont pas accès à l'école, les parents financent l'enseignement, etc. Il y a également des défis externes au système scolaire tels que les conflits récurrents, la présence de groupes armés étrangers et nationaux, le pillage des ressources naturelles, etc. Dans ce contexte, l'école catholique de nombreux défis à relever, à savoir assurer une nouvelle conception de l'homme et contribuer à l'avènement d'un nouveau projet de société. Ceci exige une nouvelle formation pour les futurs enseignants qui doit comporter une culture démocratique. Monseigneur Gabriel Sayaoga, archevêque de Kupela au Burkina Faso, aborde le sujet suivant: École catholique au Burkina Faso et défi d'éduquer à la paix. Pour l'Église du Burkina Faso, l'éducation concerne les valeurs humaines, universelles, religieuses, civiques, sociales, etc. Le texte montre la dégradation sécuritaire qui s'est progressivement dans son pays. Pour lui, l'éducation à la paix n'est pas seulement une affaire des programmes scolaires. Il faut également encourager les rencontres sportives, culturelles, etc. Cela permet aux uns de connaître et d'apprécier les autres. L'auteur insiste sur le rôle critique que doit jouer l'école catholique à l'égard de la culture ambiante. Il déplore le fait que la recherche de l'efficacité matérialiste pousse le système scolaire à reléguer les cours de religion et d'éducation civique à une place secondaire. Pourtant, selon lui, ce sont ces cours qui peuvent contribuer de façon significative à l'éducation à la paix. Monseigneur Jacques Dankalonga, évêque de Kara au Togo, réfléchit sur le thème suivant: École catholique au Togo. Réalité et engagement pour une éducation à la culture de la paix. L'enseignement catholique représente 30% au Togo, et il est le lieu de l'éducation et de la réussite depuis ses débuts. L'école catholique, dans ce pays, cherche à imprégner la science et la culture de l'esprit du Christ, de l'esprit de l'Évangile. L'école catholique au Togo s'efforce de faire advenir une société de paix, en renforçant l'ouverture à la diversité culturelle.
Le fondement théologique de cette option tient en la personne du Christ en qui la paix n'est plus seulement une valeur, mais une personne, c'est-à-dire lui-même. L'auteur termine son texte en insistant sur la nécessité d'éduquer à la paix dans une Afrique ravagée par les conflits, les différents types de radicalisation, etc. Par conséquent, il prône pour un cours spécifique dédié à l'éducation à la paix dans toutes les écoles africaines. 2.4. Théologie de l'inculturation, paradigme de l'inculturation de l'éducation en Afrique. Gaston Ogi-Kossi, dans son texte intitulé « La place de la culture africaine dans l'éducation aujourd'hui ou construire sa subjectivité en tirant du neuf de l'ancien », cherche à montrer combien l'éducation en Afrique peut gagner en profondeur et surtout en qualité de sens si elle s'inspirait de la culture africaine. D'après lui, la complexité du monde actuel fait que l'éducation doit être investie voire surveillée de façon spécifique. Dans ce contexte, l'Afrique doit oser se ressourcer auprès de ses valeurs propres telles que la communauté, la place de l'autre, etc. Cependant, d'après l'auteur, l'articulation entre la tradition et la modernité n'est pas aisée. Compte tenu de son expertise scientifique historique, la théologie de l'inculturation peut être considérée comme un paradigme de ce type d'exercice. La réflexion d'Adrien Ntabona a pour titre « Inculturation et éticulturation de l'éducation », deux enjeux incontournables en Afrique. Selon lui, l'éducation en Afrique connaît deux principales difficultés, l'aliénation culturelle et l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Dans ces circonstances, l'école doit être capable d'outiller les jeunes à discerner devant le déversement d'autres cultures en Afrique. Cela implique une dimension éthique, et c'est pour cette raison que l'auteur pense que l'inculturation est un concept dépassé aujourd'hui et qui doit céder sa place à l'éticulturation. Une culture divinisée cherche à s'imposer aux autres, s'enferme sur elle-même, stagne, et devient dangereuse aussi bien pour elle-même que pour les autres. Cependant, il faut connaître avec lucidité sa culture, l'apprivoiser et être capable de s'en distancier de façon critique. Cela va de pair avec l'ouverture à d'autres cultures dans ce que l'auteur appelle l'interculturalité. Ainsi, selon lui, l'interculturalité et l'éticulture doivent être l'objet de l'éducation scolaire en Afrique aujourd'hui. Jean-Paul Messina mène une réflexion sur le thème « Église et éducation en Afrique noire ». Relecture historico-critique. L'éducation comme préoccupation universelle de l'homme et de toute société est antérieure au christianisme. Cependant, l'Église n'a cessé de faire de l'éducation l'une de ses priorités. C'est pourquoi elle est mère et éducatrice, mathée et magistrat. Charlemagne, au 8e siècle, demande aux évêques et moines de promouvoir une éducation plus encadrée et systématique des jeunes. Au Moyen Âge, on connaît le succès des écoles cathédrales, appelées également les écoles épiscopales. À côté de l'implication de l'Église dans l'éducation, il convient de souligner, selon l'auteur, son soutien pour la scolarisation des enfants issus des familles pauvres ainsi que l'apport des différentes congrégations dévouées à l'éducation. Pour l'auteur, l'école catholique en Afrique peut être fière de ses fils et filles qui, les premiers, figurent parmi les plus grandes élites autochtones aussi bien les hommes politiques que les ecclésiastiques. Alors que l'Église, à l'époque des missionnaires européens, bénéficiait des moyens suffisants pour assurer une éducation de qualité, aujourd'hui, l'auteur pense que les moyens infrastructurels et financiers font défaut à l'Église en Afrique. Il ne faudrait pas que l'Église sacrifie l'éducation sous prétexte qu'elle coûte cher, car à l'heure des conflits, des radicalismes, des injustices et inégalités, l'éducation inspirée de l'Évangile ne peut qu'être bénéfique à l'Afrique. 2.5. Perspective sur l'éducation à la paix et à l'environnement. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi en République démocratique du Congo, élabore une réflexion portant le titre « Environnement ou nouvelles questions de la théologie pratique ». Réflexion à partir du cas de la forêt de Myombo en République démocratique du Congo. La question de la dégradation des écosystèmes naturels causée par l'exploitation désordonnée n'épargne pas l'Afrique. Le cas de la forêt des Myombo dont parle l'auteur en témoigne. Les conséquences qui en découlent sont de plus en plus visibles sur le plan de l'environnement et de la vie des populations environnantes. Pour l'auteur, la théologie doit investir ce terrain et la transmission de la foi devrait intégrer l'éducation à l'environnement.
Le texte de Jean-Paul Niyigena porte sur le thème « Panafricanité et ecclésialité, fondement d'une éducation à la citoyenneté à l'école en Afrique ». Pour moi, les mots actuels africains relatifs à la paix font penser au contexte qui a vu naître le mouvement panafricaniste ainsi qu'au sens ecclésial et africaniste qui a marqué les pionniers de la théologie africaine. Les deux paradigmes partagent une vision d'envisager les solutions aux problèmes africains à partir d'une approche globale et commune. Il s'agirait d'une meilleure et efficace voie de résoudre les problèmes sociaux, économiques, religieux et politiques en Afrique. L'éducation à la citoyenneté à l'école devrait dépasser les préoccupations nationalistes pour s'inspirer de la démarche panafricaine et de l'ecclésialité des pionniers de la théologie africaine. C'est à cette condition que l'Afrique devra apprendre des erreurs des uns et des autres. La réflexion de Kiné Obed Niyikiza porte sur le sujet « Éduquer à la réconciliation dans une société post-génocide », cas du Rwanda. Il cherche à montrer les conditions d'une éducation à la réconciliation dans le Rwanda post-génocide. D'abord, pour lui, l'élite joue un rôle très important dans la genèse des conflits ethniques. En cela, l'école est mise à contribution pour propager les discours de haine. Dans cette optique, l'élite doit également jouer un rôle de garantir la vérité dans le processus de la réconciliation, pour empêcher la manipulation politique de la mémoire ou la politique de l'auto-victimisation. Il ne peut pas y avoir une éducation à la réconciliation si elle ne vise pas le dépassement de soi, et à l'autonomie de soi, l'éducation aux droits de l'homme, etc. Jean Onaocho Kawende aborde le thème « Écosocialité comme paradigme d'une éducation à la paix et l'environnement ». Son propos vise à établir un dépassement entre l'approche anthropologique aristotélicienne consistant à définir l'homme comme un être social, à une conception écosociale. Celle-ci consiste à mettre en avant le rapport aimant de l'homme envers la nature. Il propose un humanisme qu'il appelle cosmophile à partir de l'homme en tant qu'être éco-social. Toute éducation à la paix et à l'environnement devrait se fonder sur cette théorie philosophique qui s'inspire largement de l'anthropologie africaine. Édouard Adé, dans son texte portant le titre « L'initiation à l'écologie intégrale », une propédeutique de l'éducation à la paix. L'auteur cherche à cerner le contenu de l'écologie intégrale selon les enseignements de l'Église tels que l'encyclique sociale Laudato Si. Pour lui, le cadre culturel des traditions culturelles du Golfe du Bénin est propice à la réception de ce type d'enseignement de l'Église de par sa vision cosmothéandrique, relation entre le cosmos, Dieu, et l'être humain. Les programmes scolaires et des recherches sur l'éducation à la paix et à l'environnement devraient, selon l'auteur, s'en inspirer. Dieudonné Mouchipou Mebombo analyse le thème « L'urgence de l'éducation à la protection environnementale en Afrique ». Il se fixe l'objectif d'initier une réflexion philosophique sur les rapports entre l'école et la société, ainsi qu'une proposition concrète pour les programmes scolaires. L'homme est éduqué non seulement pour intégrer la société, mais également pour maîtriser l'inhumanité. La théologie africaine n'a pas jusqu'ici considéré la crise environnementale à sa juste valeur. Elle doit, selon l'auteur, s'engager dans une triple dimension: herméneutique de Dieu, herméneutique de l'homme et herméneutique de la nature. Il lance un appel explicite à la réforme aussi bien de l'Église que de la théologie africaine devant les crises environnementales et les conflits récurrents sur le continent africain. Pour lui, les cours de morale, de religion et de spiritualité devraient intégrer cette forme d'éducation. Gauthier Pirotte partage une réflexion qui a pour titre « Éducation à la citoyenneté mondiale par grand vent ». Réflexion autour de quelques enjeux et défis contemporains. Il cherche à fixer les contours de l'éducation à la citoyenneté mondiale en insistant sur la volonté de se sentir citoyen du monde, compte tenu des enjeux de plus en plus communs qui poussent à l'interdépendance des peuples. Il y a donc une urgence d'acquérir par l'éducation les causes et les principes de la citoyenneté mondiale aujourd'hui, pour lutter contre les rapports de domination et encourager l'engagement en faveur des actions de la solidarité internationale. L'éducation à la citoyenneté mondiale s'articule autour de 3 aspects: apprendre à connaître, apprendre à se mobiliser et apprendre à dénoncer. L'auteur termine son texte en analysant quelques défis tels que le contour de cette forme d'éducation ainsi que sa prescription normative et son universalisme,
l'héritage colonial, articulation entre savoir et militantisme, etc. 3. Remerciements. Ces actes n'auraient pas vu le jour sans le concours de beaucoup d'institutions et la bonne volonté de plusieurs personnes. C'est pourquoi mes vifs remerciements vont à l'endroit de tous les pasteurs et les scientifiques, dont l'enthousiasme et l'engagement pour soutenir et accompagner la dynamique portée par la Fondation internationale Religion et Société, sont une conviction et un signe de dévouement pour l'Église et nos sociétés. Je remercie les différents partenaires institutionnels dont l'aide matérielle et les encouragements traduisent des rêves de servir l'Église et nos sociétés en services concrets. Théologie et philosophie de l'éducation. L'école catholique au service de l'homme. Monseigneur Angelo Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. Introduction. Je suis très heureux et très honoré de vous adresser les salutations les plus cordiales de la Congrégation pour l'éducation catholique, ainsi que les miennes. Je tiens à vous saluer tous, en particulier son Excellence Monseigneur Philippe Rukamba, évêque de Butare, président de la Conférence épiscopale, président de la Fondation internationale Religion et Société et à qui l'on doit l'organisation de ce symposium. Je remercie aussi son Excellence Monseigneur Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé. La célébration de ce symposium, en continuité avec celui de l'année dernière sur le thème « Religion et défis actuels de l'école », offre l'opportunité d'approfondir les réflexions sur l'urgence de l'éducation dans les différents contextes. Le pape Benoît XVI a beaucoup insisté sur la question de l'urgence éducative en tant qu'élément problématique qui caractérise la culture d'aujourd'hui. De son côté, le pape François revient souvent sur ce même sujet, en soulignant que les grands défis auxquels l'éducation doit être confrontée constituent également des opportunités importantes. L'éducation, qui devrait permettre au peuple de grandir dans la paix et la liberté, est un processus fondé, en premier lieu, sur l'espérance, qui, comme l'écrit le pape, nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. LS 61. D'autre part, le début de ce XXIe siècle présente un scénario en constante évolution, provoqué par la poussée des grands et rapides changements qui se produisent dans les différentes parties du monde occidental, avec toutefois des accents et des répercussions différents. La mondialisation, la financiarisation de l'économie, la composition multiculturelle de la société, accentuée par l'ampleur des phénomènes migratoires, l'impact des nouvelles technologies ainsi que d'autres facteurs ont bouleversé les anciennes catégories économiques, sociales mais aussi éducatives. Dans ce tumulte, l'éducation est donc mise au défi d'honorer les valeurs les plus profondes que sont la primauté de la personne, la valeur de la communauté, la recherche du bien commun, la solidarité et la coopération, le soin apporté aux personnes faibles, l'attention portée aux moins chanceux, etc. En m'inspirant des propos des papes et du magistère de l'Église, je voudrais avant tout identifier 4 défis pour l'éducation que les établissements d'enseignement doivent absolument relever pour être au service de l'homme, comme l'indique le titre de ma contribution. 1. Les défis de l'homme contemporain. 1.1 La diffusion du monde numérique. Le premier défi est celui de la diffusion du monde numérique et des réseaux sociaux, et surtout les problèmes liés à ses effets sur la mentalité des personnes. Nous vivons aujourd'hui en ce qui est appelé l'ère de la post-vérité, dans laquelle les valeurs objectives et les données ont moins d'influence sur la formation de l'opinion publique que les émotions et les croyances personnelles. Le terme anglais « post-factual » traduit cette idée. Une situation où les faits ne semblent pas avoir beaucoup de poids dans la communication et ne constituent pas non plus un critère de référence. La post-vérité pose une question brûlante à la culture contemporaine, qui influence aussi le domaine de l'éducation. Elle dépasse la vérité devenue primordiale, voire inutile, même si elle n'est ni complètement falsifiée ni contestée. Ce phénomène mondial et numérique est enraciné et alimenté par la dynamique des nouveaux médias. Les réseaux sociaux sont le terrain du virus de la désinformation, avec des conséquences géopolitiques très évidentes. C'est une sorte de mutation anthropologique, produite par le numérique,
qui influencent la notion de temps et d'espace, la perception de soi-même, des autres et du monde, la manière de communiquer, d'apprendre, d'obtenir des informations. Le phénomène de la post-vérité déstabilise et déconstruit, mais en même temps, il défie et provoque la recherche de voies nouvelles. Dans un climat général de méfiance, on court le risque que chacun reste confiné à sa propre bulle filtrante, comme l'appelait l'américain Eli Pariser, c'est-à-dire dans l'espace virtuel dans lequel des personnes partageant la même mentalité ou des idées similaires échangent des avis en se confirmant les uns les autres et terminent dans la echo chamber, c'est-à-dire dans la chambre de réverbération. Cela met en danger la fécondité intellectuelle et culturelle du sujet et la disponibilité naturelle et saine d'interagir avec ceux qui sont différents. 1.2 La crise des relations. Un autre défi tourne autour de la crise des relations et de la communication entre les générations. C'est une crise non conflictuelle comme en 1968, mais rampante et plus profonde. Ce problème aborde immédiatement les thèmes de l'autorité et de la liberté, tels qu'ils sont vécus dans la vie ordinaire, mais en particulier dans les processus de transmission des valeurs. Et c'est une question centrale pour l'éducation. La crise des relations, qui engendre une certaine confusion des identités, des rôles et des sentiments qui conditionnent les échanges entre générations, conduit certains observateurs à définir la société actuelle comme une société adolescente où les problématiques regardent plus les adultes que les jeunes. Le manque de clarté entre l'autorité et l'autoritarisme est aujourd'hui particulièrement criant dans le domaine de la formation, où les adultes éprouvant un réel malaise éducatif sont particulièrement mis au défi. C'est un aspect qui touche en premier lieu la tâche éducative des parents, le rôle de l'école, des autres institutions dédiées à l'éducation et les formateurs en général. D'une part, les jeunes ont besoin de rencontrer des figures de référence qui soient mûres, d'autre part, les adultes sont incertains vis-à-vis de leur rôle. Du point de vue pédagogique, le problème est étroitement lié au malentendu lié au concept de liberté individuelle, interprété comme une alternative à toute règle. Le principe permissif de la liberté sans condition a succédé au principe personnaliste de la liberté sous condition. La liberté est considérée aujourd'hui comme une simple possibilité de faire, à partir de besoins individuels, et non comme une possibilité de choisir de le faire. Dans cet horizon, la crise de l'autorité éducative se manifeste comme une crise de proposition axiologique, c'est-à-dire une crise des règles fondamentales du comportement personnel et social, qui doivent être fondées sur des valeurs et qui sont requises par la nature même de l'être humain. 1.3 L'interculturalité. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe une grande pluralité de cultures qui se rencontrent et s'affrontent, impliquant tous les secteurs de l'expérience humaine. Ce phénomène est le résultat d'un brassage continu des populations, défini comme métissage ou hybridation de la famille humaine au fil du temps. Par conséquent, il n'y a pas de culture pure, mais une grande diversité de cultures au sein d'une communauté humaine unie. Au sein de chaque culture, une personne naît et grandit, et peut construire sa propre identité et acquérir un sens d'appartenance garantissant sa maturité et sa stabilité. Aujourd'hui, cependant, la pluralité des cultures engendre un grand défi pour les personnes et pour les regroupements sociaux, celui d'une communication correcte au sein de la diversité culturelle. Les effets de la mondialisation ont accentué les problèmes de cette diversité en introduisant de fortes ambivalences. D'une part, la tendance à adopter des formes d'homologation croissante, d'autre part, l'exaspération des particularités des différentes cultures. Le pluralisme et la variété des traditions, des coutumes et des langues, qui constituent un motif d'enrichissement et de développement mutuel, peuvent conduire à une exaspération de l'identité donnée, susceptible d'entraîner des affrontements et des conflits. 1.4 La relation entre l'homme et son environnement. Le dernier défi que je souhaite relever dans cette intervention est celui de la relation entre l'homme, la nature et l'environnement et par conséquent, la tâche qui en découle pour l'éducation. Il est urgent de remettre en question l'utilisation des biens naturels, terre, eau, matières premières, environnement, etc., ainsi que les responsabilités personnelles et sociales à l'égard de la nature, ce qui peut avoir un impact positif sur l'éducation. Dans cette perspective,
Il suffit de lire l'encyclique Laudato Si du pape François pour se rendre compte du rôle déterminant que l'intervention éducative peut jouer, dans un contexte social et cosmopolite en pleine mutation. Par exemple, le changement climatique modifie profondément la vie sociale, entraînant de nouvelles formes de pouvoir et d'incertitude, mais également de nouvelles formes de collaboration et de solidarité qui transcendent les frontières des États et des nations. En fait, le changement climatique produit une blessure éthique et existentielle profonde qui engendre de nouveaux types de normes, de lois, de marchés, de technologies, d'idées des nations et des États, de formes urbaines et de collaboration internationale. 2. Ce que propose l'École catholique. Pour faire face à ces défis, l'Église et ses institutions éducatives ne peuvent pas rester les bras croisés. Le service de l'École catholique peut répondre d'une manière éloquente, en partant de la longue tradition de l'Église au service de l'homme et de tout l'homme. Dans cette deuxième partie de mon intervention, je souhaiterais vous présenter quelques propositions pour remédier aux problèmes créés par les défis susmentionnés, mais je laisse à votre génie de rechercher la manière de les appliquer dans votre réalité locale. 1.5 Repartir de la personne. Pour relever le défi du monde numérique, nous devons investir dans la formation. La formation est un outil irremplaçable pour comprendre la spécificité des nouveaux médias, s'initier à la méthode scientifique et à l'herméneutique, garantir une préparation culturelle solide pour comprendre les valeurs qui les inspirent, l'éthique et la déontologie de ceux qui y travaillent. L'ère de la post-vérité exige plus que jamais la présence d'écoles et d'universités dans lesquelles la passion éducative sait comment affecter la formation des personnes et préparer des citoyens responsables, capables de faire face à ces innovations omniprésentes et d'évaluer leurs effets pour affiner les outils propres à construire le bien commun. Avec la déclaration du Concile Vatican II sur l'éducation Gravissimum Educationis, le Concile énonce que tous les hommes de n'importe quelle race, âge ou condition, possèdent en tant qu'ils jouissent de la dignité de personne, un droit inaliénable à une éducation qui réponde à leur vocation propre, soit conforme à leur tempérament, à la différence des sexes, à la culture et aux traditions nationales, en même temps couverte aux échanges fraternels avec les autres peuples pour favoriser l'unité véritable et la paix dans le monde. Le but que poursuit la véritable éducation, continue le Concile, est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien des groupes dont l'homme est membre et au service desquels s'exercera son activité d'adulte. GE1. Dans les années qui ont suivi le Concile, après cette déclaration, le magistère est revenu à plusieurs reprises pour confirmer l'importance de l'éducation et la contribution que la communauté chrétienne est appelée à offrir. Cela nous rappelle la lettre encyclique Populorum Progressio par laquelle, il y a un peu plus de 50 ans, selon une vision prophétique de l'avenir, Saint Paul VI a tracé un chemin alternatif à suivre pour la réalisation d'une nouvelle humanité, en évitant de tomber dans les tentations du monde, l'opposition stérile et la sauvagerie de la guerre et en nous montrant que l'éducation est un instrument indispensable pour le développement des hommes. Malgré les divers changements d'époque, cet enseignement reste d'actualité dans un contexte de fragmentation sociale et de désorientation. Je vais développer maintenant 3 idées. 1. Le monde souffre par manque de pensée, pp 85. 2. Il n'y a de véritable humanisme que dans l'ouverture à l'absolu, pp 42. 3. À l'origine de l'injustice, il y a un manque de fraternité, pp 66. 1. Le Saint-Père nous invite à convertir la pensée. Cela signifie que, en plus des œuvres et des sentiments, nous devons ordonner la pensée, car non seulement ce que je pense est important mais aussi comment je le pense. À la suite de quoi nous devons nous ouvrir à de nouveaux horizons. Il y a aujourd'hui la dictature de la pensée unique. Par conséquent, si l'on ne pense pas d'une certaine manière, on n'est pas considéré comme moderne, ouvert. Il est nécessaire de penser ouvertement, en ayant le courage d'éduquer chez les jeunes générations la valeur de savoir penser, afin de leur donner la possibilité d'être véritablement libres et créatifs, en les empêchant de créer une société aveuglément contrastée et en train de se désintégrer. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui sachent penser correctement pour pouvoir rester librement dans la réalité et prendre des décisions avec prudence, modération et justice. L'unité de la connaissance est comme un antidote à la fragmentation et au paysage socio-culturel désintégré.
2. La deuxième idée du magistère post-conciliaire, développée par le pape François, est qu'il n'y a pas de véritable humanisme s'il n'est pas ouvert à l'absolu, pp. 42. La question fondamentale qui se posait, qu'est-ce que l'humain ? Premièrement, le Saint-Père a mis en évidence la nécessité d'une voie intégrale qui aborde la transcendance également à travers des modèles non conventionnels. La plus grande crise de l'éducation dans la perspective chrétienne est cette fermeture à la transcendance. On doit éduquer humainement, mais avec des horizons ouverts. Aucun type de fermeture n'est nécessaire pour l'éducation. Un humanisme qui ne respecte ni la liberté, ni la dignité humaine, ni l'orientation de la vie vers son but ultime n'est pas un humanisme. Le magistère successif au Populorum Progressio jusqu'au pape François évolue dans la perspective d'un humanisme vraiment intégral ayant pour objectif le développement de tout homme et de tous les hommes. L'éducation, en revanche, flexible par nature, est capable de surmonter les barrières du formalisme positiviste en impliquant non seulement l'esprit, mais également les mains et le cœur. 3. Il faut revenir à l'idée fondamentale que l'humanité est constitutivement incomplète et que ses manifestations sont multiples, individuelles et culturelles. À partir de cet horizon, l'éducation se transforme et transformera à son tour le monde, puisque les principes de fraternité universelle et de solidarité constitueront la base de son organisation. Nous devons vaincre la fausse idée de l'autonomie de l'homme parce qu'il n'est pas un moi complet en soi, mais il grandit constamment grâce à la relation fraternelle et solidaire avec l'altérité, avec le nous. L'éducation se traduit par un dialogue plus humain, de personne à personne, qui aide chacun à grandir en tant que personne, sur notre voie de la recherche de l'absolu, de Dieu. Au monologue froid et impersonnel de l'homme moderne, on devrait privilégier la chaleur du dialogue et l'espoir d'une rencontre qui puisse ouvrir le cœur même là où règne la solitude et le désespoir. La véritable éducation doit promouvoir la formation de la personne humaine, à la fois pour atteindre son objectif ultime et pour le bien de différentes sociétés, dont l'homme est membre et dans lesquelles, devenant adulte, il aura des devoirs à accomplir. GE2. Dans cet enseignement on peut déceler la pédagogie de la centralité de l'homme, qui consiste en plusieurs étapes dédiées à la place de l'élève dans le projet éducatif et qui tient compte de sa croissance à tous les niveaux. Pour faire ceci, il faut commencer par le déconditionnement. En fait, la dignité et la capacité d'expression des personnes sont souvent conditionnées par des limites physiques, psychiques, sociales et économiques et par des expériences particulières vécues. L'École catholique a pour tâche d'engager un processus de libération, en offrant avant tout son service aux plus démunis et en se caractérisant de plus en plus par le choix des pauvres. Ensuite, on enchaîne avec le développement. Dans ce cas, l'attention dévouée de l'École catholique à la tâche de déconditionnement ne peut nous faire oublier la fonction de promotion à laquelle elle est appelée auprès d'élèves de différentes catégories sociales. Les éduquer à affronter la vie de manière consciente et responsable et devenir les bâtisseurs d'une société meilleure, en différentes tâches opérationnelles ou de gestion. En vue d'un plein développement de la personnalité, il faut également questionner le problème de la coéducation et la proposition d'une éducation sexuelle qui doit se déployer selon une perspective personnaliste et doit être éclairée par la conception chrétienne de l'homme et de sa destinée. Après un certain développement, vient le temps de l'orientation. L'éducation donnée par l'École catholique doit être perçue comme un outil pour être plus, dans un choix de disponibilité et de service à l'égard des frères et du royaume de Dieu. Ainsi, l'orientation scolaire et professionnelle se trouve enrichie par des valeurs culturelles, éthiques et religieuses, capables de donner une interprétation authentique à la vie de chacun et de chacune. La pédagogie de la centralité de l'homme se couronne avec ce qu'on appelle la culture de la paix. Malgré les tensions présentes dans la société qui ont souvent conduit à différentes formes de violence extrême et qui ont parfois rendu la coexistence sociale ingérable, les institutions éducatives de l'Église, et l'école en particulier, appellent à la présence et au témoignage des hommes et des femmes de réconciliation et de paix en vue de la croissance de la communauté mais aussi pour la prospérité de la société civile. 1.6 La communauté éducative. Pour atteindre les objectifs de promotion humaine, mentionnés à plusieurs reprises par le pape François, il est nécessaire d'agir par l'éducation non seulement selon un projet de développement global,
mais surtout pour promouvoir une communauté éducative qui propose un modèle de coexistence alternative à celle d'une société de masse et à l'individualisme. Ceci peut être considéré comme une réponse au défi de la crise des relations dont on fait expérience dans nos sociétés. La perspective du Saint-Père peut être résumée comme un engagement à promouvoir une culture de la rencontre, où la vérité se révèle dans la rencontre, dans la relation. Le pape conserve une distance de sécurité avec les excès idéologiques qui entraînent des personnes et des communautés, y compris l'Église elle-même, en brouillant leurs horizons et les privant de leur potentiel inné. Jamais auparavant, un changement de vitesse n'avait été aussi impérieux. Grâce à une éducation capable d'écoute patiente et de dialogue constructif, l'unité prévaut sur le conflit. La communauté éducative, composée de tous ceux qui participent, d'une manière ou d'une autre, à la vie de l'école catholique, est le centre propulsif et responsable de toute l'expérience éducative et culturelle, en dialogue permanent avec la communauté ecclésiale à laquelle elle appartient et dont elle doit se sentir une partie vivante. Ceux qui sont directement responsables de la gestion de l'Institut et de son organisation culturelle et éducative, ainsi que les enseignants, religieux, prêtres et laïcs, acquièrent une importance particulière. En tant qu'ils sont fidèles à une vocation spécifique et à un choix de service, ils sont tenus de vivre et de développer les compétences et les attitudes requises par leurs tâches, à travers un parcours sérieux de formation continue. C'est évidemment une tâche lourde et exigeante, à laquelle le Seigneur ne manquera pas de donner des fruits et de la joie, mais qui sera d'autant plus fructueuse et durable que les protagonistes de l'école catholique pourront découvrir dans la mission qui leur est confiée, une valeur authentique de ministère en faveur de l'Évangile et de l'homme. Dans ce service, sera précieuse la collaboration des associations professionnelles catholiques d'enseignants, auxquelles il convient que les enseignants des écoles donnent leur adhésion et offrent leur participation active. Les parents restent les premiers responsables de l'éducation des enfants, et doivent rejeter toute tentation de déléguer l'éducation. Ils sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils sont également membres de la communauté ecclésiale et civile, et représentent le pont le plus naturel entre l'école catholique et la réalité environnante, à la fois pour sensibiliser les communautés chrétiennes à ce problème et pour soutenir la priorité de leur droit à l'éducation, et les conséquences qui en découlent, et leur droit au libre choix de l'école pour leurs enfants sans contraintes économiques. Enfin, les élèves et les anciens élèves sont également des membres de la communauté éducative, et doivent participer à l'élaboration du parcours culturel et éducatif proposé par l'école catholique. Tout ce que nous avons dit risquerait de rester lettre morte, si nous ne pouvions pas compter sur des enseignants bien motivés et qualifiés. Les enseignants sont le secret, le facteur qui détermine le résultat et le succès de l'offre éducative d'un établissement. L'identité évangélique et la mission de l'école catholique, sa capacité à construire une communauté éducative solide et son souci de répondre aux nombreux défis que la société pose à l'école, peuvent être garantis si les enseignants les partagent et les traduisent, avec conviction et passion, dans leur travail éducatif quotidien. Par conséquent, ils doivent être bien préparés, sélectionnés, mis à jour et soutenus, même d'un point de vue économique, malgré les difficultés, car investir dans de bons éducateurs est toujours un facteur stratégique et garantit le bien de l'Église et de la société. 1.7 La voie du dialogue et l'éducation au service. L'aptitude à édifier les bases d'un dialogue pacifique et à permettre la rencontre de la diversité dans le but premier de construire un monde meilleur, est précisément la nature de l'éducation. Une des urgences est, sans surprise, la formation de nouveaux citoyens, dans un contexte postmoderne influencé par l'individualisme et le relativisme. Face à cette fragmentation, la proposition d'un universalisme critique, sachant combiner valeurs communes, cohésion sociale et identité avec la capacité de vivre son autonomie et sa responsabilité, dans un monde où la diversité est présente comme norme primaire, est indispensable. Il s'agit d'un projet d'inclusion intégrale qui dépasse les risques, certes présents, d'homologation ou de retrait local ou fondamentaliste. Malheureusement, tous ces facteurs contribuent à susciter la prétendue crise de la citoyenneté, qui entraîne un affaiblissement du lien social entre les citoyens face aux inégalités croissantes entre les différentes zones géographiques,
aux transformations technologiques très rapides et au repositionnement de l'échiquier géopolitique international en devenir. L'éducation est chargée de la tâche ardue de consolider le rôle de la société civile et de renforcer une conception active, participative et substantielle de la démocratie. Aujourd'hui, plus que par le passé, c'est la seule façon d'avancer. Dans les écoles et les autres lieux de formation, il est urgent de promouvoir des projets d'éducation civique, offrant aux jeunes des espaces de discussion et d'intervention personnelle et surtout, donnant les moyens d'approfondir la culture du dialogue et de susciter l'intérêt de la participation et des réunions. Pour entamer une voie vertueuse, il faut tout d'abord proposer une synthèse unitaire qui, allant au-delà des dangers d'une fragmentation excessive de l'identité, peut constituer une base commune pour les avancées ultérieures. Une éducation véritablement intégrale doit être associée à la solidarité. Elle combine l'apprentissage et le service à la communauté dans un projet articulé dans lequel les participants apprennent à répondre aux besoins réels du territoire, dans le but de l'améliorer. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l'anonymat et en même temps, obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide. EG 169, l'éducation doit redevenir le test décisif de choix prudents, sobres et conscients, visé à développer la responsabilité civique des élèves, lier les programmes scolaires et universitaires à l'apprentissage des droits de l'homme, à la protection des plus démunis et à la protection de l'environnement. En fait, l'éducation sera inefficace et ses efforts seront vains si elle n'essaie pas aussi de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature, LS 215. 1.8 Vers le pacte éducatif. Le projet éducatif de l'école catholique ne sera complet et réalisé que s'il est capable d'influencer les modes de vie et l'existence des citoyens des générations futures. Il s'agit de construire le bien commun qui implique non seulement les contemporains qui peuplent la Terre aujourd'hui, où qu'ils soient, mais aussi les futurs citoyens de la planète. Cela nécessite une éducation fondée sur une écologie humaine intégrale, et par conséquent sur une éthique intergénérationnelle, qui nous impose de nous projeter, de nous lancer en avant, de nous ouvrir, de regarder vers l'avenir. Nous sommes donc invités à offrir dans les écoles catholiques une éducation qui soit une force dynamique qui modifie le présent, l'état d'être et qui soit à l'origine du développement, du changement et de la maturation. Une proposition actuelle que le Saint-Père lance pour les écoles et les universités catholiques est celle qui doit œuvrer afin de nouer une alliance pour l'éducation entre les différents sujets. Le 12 septembre 2019, le pape François a rendu public son message pour le lancement du pacte éducatif. De quoi s'agit-il ? Durant les rencontres du Saint-Père avec des personnalités de culture et d'appartenance religieuse différentes, parmi les sujets les plus pertinents, le thème d'un pacte pour l'éducation a été identifié. Cette rencontre ravivera l'engagement pour et avec les jeunes générations, en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d'une écoute patiente, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. Il est plus que jamais nécessaire d'unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcèlements et les oppositions, et recoudre le tissu des relations en vue d'une humanité plus fraternelle. Les personnalités les plus importantes du monde politique, culturel et religieux, et en particulier les jeunes à qui l'avenir appartient, sont invités à prendre part à l'initiative proposée. L'objectif est de susciter une prise de conscience et une vague de responsabilité à l'égard du bien commun de l'humanité, en commençant par la jeunesse jusqu'à atteindre tous les hommes de bonne volonté. C'est un sujet vaste et ouvert à tous, auquel s'associent des organisations internationales, diverses institutions humanitaires, car il concentre des sujets et des dimensions pouvant trouver une application concrète dans les différents domaines de la vie sociale, économique et culturelle, politique et religieuse. Le choix de l'éducation, en tant que terrain sur lequel construire un pacte mondial, concerne un sujet qui n'est en rien marginal ou partiel dans l'optique des scénarios à venir. Il fait l'objet d'une réflexion au niveau des organisations internationales et constitue en même temps un facteur déterminant pour l'enseignement ecclésial dans la perspective de la nouvelle évangélisation. Au sein de l'Église,
Il constitue un fil conducteur de son action envers les jeunes générations et de son dialogue avec la société en général et avec la culture en particulier. Il a connu un nouvel élan, notamment depuis les années du Concile jusqu'à nos jours. C'est précisément dans cette perspective que se place l'événement proposé par le pape François. L'événement auquel le pape invite les représentants de la société civile, religieuse, sociale et culturelle constitue un point d'arrivée pour faire connaître et apprécier ce que de nombreuses personnes et institutions font déjà dans le monde, mais il constitue en même temps un point de départ pour définir et partager des objectifs essentiels vers lesquels les efforts de chacun doivent porter leurs fruits, et ouvrir de nouveaux projets et chemins qui favorisent des modèles alternatifs de coexistence à ceux des apostrophes. Une société de masse et individualiste, pauvre en valeurs humaines et en perspectives prometteuses. L'événement prévu à Rome, le 14 mai 2020, sera précédé par une série de séminaires thématiques sur les droits de l'homme et les sciences de la paix, sur le dialogue entre les religions et sur les questions relatives au pacte. Ces séminaires porteront sur l'éducation chez les jeunes et les adultes, le pacte avec la nature et l'environnement ou les thèmes de la démocratie, de l'économie, de la coopération internationale, certains aspects de l'éducation informelle ou ceux concernant les migrants et les réfugiés. Conclusion. En conclusion, les défis du monde contemporain ne doivent pas nous affaiblir, mais au contraire, ils doivent rallumer en nous, éducateurs de tous les niveaux scolaires, la flamme de notre premier amour pour l'éducation des générations, fondée sur les principes de l'Évangile. La centralité de la personne et le rôle de la communauté combleront le vide créé par le monde virtuel et la crise des relations qui en découlent, de même que l'éducation au dialogue et au service aideront l'élève à s'ouvrir à d'autres horizons et cultures en accueillant l'autre. Enfin, la préparation en cours du pacte éducatif remettra l'éducation au centre de l'attention, non seulement des personnes déjà engagées sur ce plan, mais aussi d'autres personnalités influentes sur le plan mondial et les jeunes qui sont l'avenir de notre planète. Je termine avec l'invitation du pape François. Cherchons ensemble à trouver des solutions, à lancer sans aucune crainte des processus de transformation et à regarder l'avenir avec espérance. J'invite chacun à être protagoniste de cette alliance, en prenant un engagement personnel et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire, répondant aux attentes de l'homme et aux desseins de Dieu. Que les amis de l'école catholique, directeurs, enseignants, parents et élèves, continuent avec courage et sans peur dans leur travail si précieux. École et famille, partenaires de l'éducation à la paix. Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, Rwanda. Introduction. C'est pour moi une grande joie et honneur de vous accueillir dans notre archidiocèse de Kigali, particulièrement parce que vous venez nous parler de la paix et la réconciliation. Dans un pays qui a connu le génocide, le plus grand crime contre la paix il y a 25 ans, c'est toujours une grande joie d'accueillir chez nous les messagers de la paix que vous êtes. Je remercie beaucoup les organisateurs qui ont choisi Kigali pour ce symposium international. C'est providentiel parce que vous venez au moment où l'Église au Rwanda et tous les Rwandais réfléchissent sur le cheminement de 25 ans de paix et de réconciliation, et ce symposium sera une grande contribution dans l'histoire de nos efforts pour la construction de la paix au Rwanda et en Afrique. On m'a demandé de parler du partenariat de la famille avec l'école, dans l'éducation pour la paix. La paix est l'une des grandes aspirations et grands désirs de l'homme. La paix est un besoin fondamental et vital de la personne humaine. Dans beaucoup de langues et cultures, les salutations sont un souhait de paix. La paix est la meilleure chose qu'on souhaite pour soi-même et pour les personnes qu'on aime. Il y a un lien étroit entre la paix et l'amour. La paix est le fruit de l'amour et le désir de l'amour. La paix est le troisième fruit de l'Esprit Saint après l'amour et la joie, Galates 2,22. Dieu qui aime la personne humaine lui souhaite la paix. C'est ainsi que le Seigneur Jésus lui-même saluait les apôtres en leur donnant la paix. La paix soit avec vous, leur disait-il LC 24,36, JN 20,19, 21-26. Nous pouvons dire que la paix est un ensemble de bénédictions du salut de Dieu, NB 6,26. Mais dans notre monde aujourd'hui et dans l'histoire, on n'a pas toujours eu la paix. Le siècle passé était un siècle qui a connu 2 guerres mondiales, les génocides,
beaucoup de guerres et des conflits sanglants ont causé une perte des millions de vies humaines, des millions de réfugiés et les instabilités politiques et économiques, etc. Le rapport du Haut-Commissariat des réfugiés, en 2017, comptait 65,6 millions de personnes réfugiées et des déplacés de guerre et des conflits armés. En Afrique seulement, il y a 23,1 millions de réfugiés. On compte 34,000 personnes déplacées de leur terre chaque jour par les conflits ou les persécutions. Cette situation nous invite à travailler pour la paix, surtout au début de ce siècle, afin que cette époque de notre histoire soit meilleure que le siècle passé. Nous avons besoin de commencer tôt, pour préparer la paix de demain. Il faut préparer une génération de paix pour demain. Le philosophe chinois Confucius dit « Si vous avez un plan pour une année, il faut cultiver le riz, si vous avez un plan de 10 ans, il faut planter un arbre, si vous avez un plan de 100 ans, il faut enseigner un enfant. » Pour cette raison, si nous devons construire un monde de paix durable, nous devons commencer par l'éducation. Dans ma réflexion, je vais vous parler de l'éducation en famille et ses défis aujourd'hui, en premier lieu. Deuxièmement, je vais parler de l'éducation à l'école, et en troisième lieu, je montrerai la nécessité d'une collaboration des deux institutions dans l'éducation à la paix. 1. L'éducation dans famille. La famille est le milieu naturel de l'enfant. On est conçu, né et grandit en famille. On termine sa vie en famille. Pour naître, il faut un homme et une femme unis en famille. L'éducation commence même avant la naissance. L'enfant dans le ventre de sa mère a besoin d'amour et d'affection chaleureuse de la part des parents, surtout de sa maman. Il en va de soi que la proximité du père est également importante pour l'enfant à naître. L'enfant conçu dans l'amour et la joie se sent aimé et accueilli. Cela lui donne une fondation pour une vie paisible, tranquille et joyeuse. Il se sent en sécurité, et il a un sens de confiance en lui-même et dans les autres. Dans ce contexte, l'enfant est préparé pour devenir une personne de paix. Pour cette raison, c'est très dommage quand un enfant n'est pas conçu et ne naît pas dans des conditions familiales difficiles telles que la promiscuité, ou pire encore le viol. Il faut la grâce de Dieu, qui sait comment redresser une telle situation, pour surmonter ces conditions défavorables pour acquérir une stabilité d'une vie humaine et sociale. Cela demande des efforts extraordinaires et un appui important dans l'éducation, pour réhabiliter l'enfant né dans de telles situations. Il faut retrouver des conditions d'une famille accueillante, pour réhabiliter ces vies humaines mal commencées. Un des grands défis et une menace contre la paix de demain, c'est la violence domestique, surtout la violence faite aux femmes. Déjà, un enfant dans le sein de sa mère suit de près ce qui se passe dans son environnement et il est affecté positivement ou négativement par celui-ci. C'est ainsi que Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, Élisabeth, a sauté de joie et a participé activement à la joie d'accueillir Marie et Jésus, quand il était encore dans le sein de sa mère, LC 1,44. Il y a un grand risque que les violences domestiques soient à l'origine des violences entre les personnes et dans la société de demain, si on ne fait pas attention pour redresser la situation pour bien préparer la génération de demain. L'enfant a le droit de naître en famille, pour devenir une personne intègre et valable humainement, moralement et socialement. L'enfant, qui a eu les conditions normales de la famille, sera une personne qui apportera des solutions dans la société plutôt que de créer des problèmes. Comme Dieu a choisi de créer la personne humaine avec la collaboration de la famille, et en passant par la famille, il a prévu aussi que l'enfant soit éduqué en famille. Quand Dieu a voulu se faire homme, il a choisi de naître dans une famille et de grandir dans une famille. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né et a grandi en famille. Le Prince de la paix et le modèle de la paix a été éduqué dans la Sainte Famille. Le manque de la paix constitue l'un des défis d'aujourd'hui, qui exige une nouvelle évangélisation. Comme stratégie pour renouveler l'évangélisation aujourd'hui, le pape François a choisi de commencer par la pastorale de la famille afin de préparer et construire des familles enracinées dans la foi. L'édification de la paix passe par l'attachement à l'Évangile parce que le Christ est notre paix, EP 2,14. Quand il n'y a pas de paix, nous devons remettre en question notre évangélisation et le Christ que nous avons annoncé. Au Rwanda, durant le génocide perpétré contre les Tutsis,
1 million de vies humaines a été perdu dans un délai de 100 jours seulement. Malheureusement, c'était après un travail de 100 ans d'évangélisation. Cela doit nous interpeller. Après cette tragédie, nous avons dû réfléchir sur notre évangélisation et cette réflexion continue. La paix parmi les nations et les peuples manifeste la paix du Christ. Par le sang de sa croix, il a tué la haine dans sa propre chair, EP 2,16, confère Col 1, 20-22. Il a réconcilié avec Dieu les hommes et fait de son Église le sacrement de l'unité du genre humain et de son union avec Dieu. Il est notre paix, EP 2,14. Il déclare bienheureux les artisans de paix, MT 5, 9. La nouvelle évangélisation comme construction de la paix doit aussi commencer en famille, pour être durable et efficace. La famille est indispensable pour l'éducation, et l'éducation pour la paix se réalise en premier lieu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.